Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Alors quand on a une certaine masse de gaz M, très importante, celle-ci génère de la gravité et elle a tendance à s'effondrer sous son propre poids. Toutefois, il y a des forces antagonistes qui luttent contre ça, c'est celle due à la pression et à l'agitation thermique. La pression tend à dilater le gaz, comme le fait un gaz que l'on souffle dans un ballon. Donc, l'effondrement ne peut se produire que si la masse est suffisante. Elle s'appelle masse de Jeans, du physicien Jeans qui l'a calculée la première fois, et c'est une masse qui dépend de la pression. Plus la pression est forte, plus la masse est grande. Au début, il y avait des fluctuations de densité, et donc des zones plus denses, avec une grande masse. Mais au début, aussi, la température est encore assez élevée, 3000 degrés au moment de la recombinaison, et la masse de Jeans est beaucoup plus grande que la masse de ces grumeaux qui pourraient s'effondrer. Donc ça a pris du temps pour que la température et la pression baissent, et il a fallu entre 100 à 200 millions d'années pour que la masse de Jeans soit atteinte. À ce moment-là, la masse devient suffisante que pour provoquer un effondrement du nuage de gaz. On parle là de nuages, de zones de surdensité énormes qui se chiffrent en milliers d'années-lumière. Et un tel effondrement d'une telle dimension était instable et le nuage de gaz va se fragmenter en plusieurs morceaux. Mais des morceaux qui font des centaines ou des milliers de fois la masse du Soleil. Ces morceaux, ces grumeaux donc, vont s'effondrer sur eux-mêmes et vont ainsi former les premières étoiles. Je renvoie pour les détails à la série sur les étoiles. Au début, on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de lithium et de deutérium. Mais on n'a pas d'éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. Or, ces éléments lourds interviennent beaucoup dans la fusion thermonucléaire, parce que la fusion à base uniquement d'hydrogène n'est pas facile, elle ne se déclenche pas facilement. Ici, en l'absence de ces éléments, l'allumage thermonucléaire est difficile. Donc l'étoile va avoir tendance à accumuler beaucoup de gaz, jusqu'à ce qu'elle grossisse vraiment énormément, jusqu'à ce que son cœur soit assez massif, et en s'effondrant sous son propre poids, la température peut alors atteindre des dizaines de millions de degrés. Une fois que l'étoile est allumée, elle chasse le gaz qui est autour d'elle. Et en fait, l'étoile commence à s'allumer même avant l'apparition des réactions thermonucléaires, parce que sous son propre poids, avec l'effondrement, elle se met à chauffer et donc déjà à briller. Mais on a pu montrer que l'étoile tournant sur elle-même, le gaz peut s'infiltrer par les pôles. Le gaz s'accumule, les réactions thermonucléaires s'enclenchent, la luminosité de l'étoile devient très intense et alors chasse définitivement tout le gaz qui est autour d'elle. Ici, l'allumage est donc tardif, parce qu'il faut que l'étoile grossisse suffisamment pour être capable d'allumer de telles réactions nucléaires, sans éléments lourds comme catalyseurs. Et en plus, le gaz était très abondant. Il n'avait pas encore été consommé dans des étoiles, et l'univers était plus dense, puisque l'expansion était seulement à ses débuts. Ce qui a donc formé de très très grosses étoiles, qui faisaient plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil, voire lors d'une centaine de masses solaires. De telles étoiles brûlent extrêmement vite. Elles doivent maintenir leur équilibre et leur poids est gigantesque. La température du cœur est donc très élevée. On parle là de quelques dizaines de millions de degrés. Et la durée de vie de l'étoile ne sera seulement que de quelques millions d'années. Elle vit donc très peu de temps. Elle termine, comme toutes les grosses étoiles, sous forme d'explosion, supernova.
elle explose et toute son enveloppe est éjectée dans l'espace, ensemençant l'espace et le gaz environnant d'éléments lourds, cette fois. Les éléments synthétisés dans l'étoile par les réactions thermonucléaires. Carbone, azote, oxygène, etc. Et même, en fait, jusqu'à l'uranium. Le cœur, lui, de la supernova est comprimé violemment. Ici, on parle d'un gros cœur. D'un cœur qui fait facilement 10 à 15 fois la masse du Soleil. Et donc, qui se transforme inéluctablement en trou noir. Un trou noir est un objet tellement massif qui absorbe tout, même la lumière, d'où son nom. Et ces trous noirs étaient donc déjà assez massifs, 10 à 15 trous noirs. C'est pas les petits trous noirs stellaires comme on en rencontre dans notre galaxie. À ce stade-là, les étoiles étaient nombreuses, assez proches les unes des autres, puisque les verres étaient concentrés, le gaz concentré. Donc beaucoup d'étoiles se sont formées, elles étaient très grosses, et donc très chaudes, brûlantes, et le rayonnement était surtout de l'ultraviolet, ce qui a ionisé le gaz, qui était devenu neutre après la recombinaison. C'est donc l'époque qu'on appelle époque de réionisation du gaz interstellaire. Mais malgré cela, à ce stade-là, l'univers reste transparent. Il ne redevient pas opaque. La raison en est qu'après plus de 200 millions d'années, la densité a chuté, l'expansion, à cause de l'expansion, plus la consommation du gaz dans ces premières étoiles, ce qui fait que, malgré cette matière, ce gaz ionisé, l'univers est resté transparent. Les supernovas ont aussi provoqué des ondes de choc violentes, parce qu'une supernova, ça explose aussi très violemment, et la lumière d'une supernova, pendant quelques heures à quelques jours, est équivalente à une galaxie entière. C'est une colossale explosion. Elle provoque donc une violente onde de choc dans le gaz environnement, ce qui provoque des compressions du gaz et de nouveaux effondrements et formation de nouvelles étoiles. Comme il y a eu ensemencement avec des éléments plus lourds, les nouvelles étoiles qui se forment sont plus classiques, avec des étoiles de toute taille, des petites, des grosses, etc. Toutes ces étoiles nombreuses vont s'attirer par leur masse. De plus, les trous noirs assez massifs et assez nombreux, puisqu'ils ont été formés par presque toutes ces premières étoiles, vont également s'attirer, fusionner et former des trous noirs de plus en plus gros. Ils vont aussi absorber beaucoup de gaz, il y en a encore beaucoup autour d'eux. Ils vont donc grossir très vite et ils vont atterrir les étoiles avec leur énorme masse. Il va donc se former des protogalaxies, des petites galaxies, avec déjà un trou noir supermassif, déjà de taille relativement importante, en leur centre. Toutes ces petites galaxies sont encore proches également, parce que l'expansion est encore à ses débuts. Donc toutes ces petites galaxies sont proches, elles s'attirent, certaines vont fusionner. Elles vont fusionner pour former des galaxies de plus en plus grosses, jusqu'à atteindre assez rapidement la taille des galaxies actuelles. C'est le modèle appelé modèle hiérarchique. Actuellement, les galaxies grossissent encore, par fusion mais devenues plus rares, ou en absorbant de petites galaxies naines qui sont en orbite autour d'elles. Notre galaxie a absorbé quelques galaxies naines. On le sait, en étudiant les populations d'étoiles dans notre galaxie, on peut retrouver leur trajectoire, leur similitude, leur origine commune, d'après leur composition, et on peut ainsi retracer l'origine de groupes d'étoiles dont certaines, clairement, résultent de l'absorption d'une petite galaxie naine. Les trous noirs au centre, déjà assez gros, absorbent encore plus d'étoiles qui sont dans leur voisinage, de gaz, très abondant, et ça va former des jets énormes au pôle des trous noirs et un rayonnement intense de la matière tombant dans le trou noir, appelé disque d'accrétion. C'est la période des quasars.
ces galaxies extrêmement lumineuses qui ont existé au début de l'univers, appelées galaxies actives, ici très actives, très lumineuses. Puis les trous noirs, les gros trous noirs ayant grossi, ont fini par épuiser tout ce qu'il y avait autour d'eux. Le gaz, les étoiles, il n'y a plus grand chose. Et il faut aller un peu plus loin pour retrouver le reste des étoiles de ces galaxies. Et donc ces trous noirs vont commencer à se calmer. Et les galaxies, en plus, s'éloignent avec l'expansion. Mais comme elles s'attirent les unes les autres, elles vont former des groupes. C'est les groupes qui s'éloignent, chaque groupe formant des amas ou des super-amas. Et à ce stade, l'univers commence à prendre le visage tel qu'on le voit actuellement. Oh, Chapi, je ne joue pas avec toi maintenant, mon chien qui est un peu foufou. De plus, les éléments lourds libérés par toutes ces supernovas nombreuses au départ ont ensemencé les nuages de gaz, y compris d'éléments relativement lourds, et ça a créé des poussières, pas mal de poussières, qui ont tendance à s'agréger lors de la formation des planètes, des étoiles, formant ainsi les premières planètes. C'est sur ces planètes qu'une chimie de tous ces nouveaux éléments synthétisés a pu se mettre en place jusqu'à aboutir à la vie et à nous. On a fait aussi des simulations sur ordinateur de tout ça. Donc, on a pris une situation initiale, grâce avec les fluctuations de densité connues grâce à l'étude du rayonnement fossile. On y a mis tous les ingrédients, y compris la matière noire, donc les atomes, l'hydrogène, l'hélium, etc. Et on a utilisé les équations de l'hydrodynamique, pour le mouvement du gaz, les modèles de formation d'étoiles, quand se forme-t-elle, comment, quelle taille d'étoile, et en tenant compte aussi de la relativité générale, c'est-à-dire de la gravité. Ces calculs sont faits sur des super ordinateurs, des grosses bécanes, des très très grosses bécanes, parce que pour avoir une simulation réaliste, on doit découper l'espace en de nombreux petits éléments, il en faut des milliards, ce qui veut dire des millions et des milliards de calculs. Et donc là, il faut un très très puissant ordinateur pour le faire. Et le résultat, c'est que ça reproduit bien les observations, la structure des amas, des super-amas, donc toute la structure observée actuellement, à condition d'y mettre tous les ingrédients. La matière noire, mais également l'énergie noire. On va voir ça très rapidement. Y compris le rayonnement fossile. Donc quand on met tous les ingrédients, ça donne des résultats en excellent accord avec les observations. On commence aussi à observer les galaxies les plus anciennes. On n'était pas très loin et on commence là vraiment, on est aux prémices, on voit les toutes premières. Et celle-ci nous apporte pas mal d'informations précieuses sur la manière dont ça s'est passé à cette époque et ça va permettre d'enrichir les détails du modèle standard de la cosmologie. Voilà pour la formation de ces grandes structures et l'arrivée jusqu'ici, jusque maintenant, dans les grandes lignes. Il reste un truc important à voir, c'est quelque chose qui a été découvert il n'y a pas si longtemps que cela, et c'est ce qu'on appelle l'accélération de l'expansion. Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.